L'été dernier, j'ai décidé de m'attaquer à une longue portion d'un vieux sentier de montagne que je rêvais de parcourir depuis des années. J'ai toujours aimé la randonnée, surtout en solitaire. Mon plan était simple, laisser ma voiture au point d'arrivée, trouver un trajet jusqu'au début du sentier, puis revenir à pied sur une dizaine de jours. Sur le papier, tout paraissait clair et sans surprise. Les premiers jours se sont déroulés sans encombre, exactement comme je l'espérais. Le chemin était magnifique, des forêts immenses, des tronçons sinueux qui se perdaient dans des paysages d'un calme presque irréel. Je suis plutôt en forme, alors je ne fais pas beaucoup de pauses quand je marche. Mais je ne randonne jamais la nuit, j'ai trop entendu d'histoires sur ce qu'on peut croiser dans le noir. Chaque soir, je montais donc ma tente un peu à l'écart pour dormir quelques heures. J'ai toujours préféré rester discret. Un randonneur seul attire parfois de drôles d'attention. C'est pour ça que, chaque nuit, je m'enfonçais un peu plus loin hors du sentier avant d'installer mon campement. Je pensais que c'était mieux ainsi. Moins de risques qu'un inconnu tombe sur mon campement par hasard. Jusqu'à la troisième nuit, tout s'est déroulé parfaitement bien. Mais ce que je vais raconter maintenant, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire une longue pause avec la randonnée et toute autre aventure en pleine nature d'ailleurs. Je me suis réveillé au milieu de la nuit avec cette sensation étrange qu'un truc n'allait pas. Pas un bruit dehors, pas de mouvement, mais un malaise viscéral, une alarme instinctive. Le genre d'intuition qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on sait ne jamais ignorer. J'ai observé l'intérieur de ma tente, tout semblait normal. Alors j'ai décidé de jeter un œil dehors. J'ai saisi ma lampe, mon fusil, et j'ai lentement ouvert la fermeture éclair. Rien. Aucune silhouette, aucun bruit. Juste le vent. Je suis retourné dans la tente, encore à moitié endormi, et j'ai voulu vérifier mon sac. C'est là que j'ai remarqué que mon portefeuille avait disparu. D'abord, j'ai pensé que je l'avais juste mal rangé. Peut-être dehors, ou dans une autre poche de mon sac. Mais après avoir tout retourné, j'ai dû me rendre à l'évidence. Quelqu'un me l'avait pris. Mes papiers, mon argent, mes cartes, tout. Comment c'était possible? Quelqu'un s'était introduit dans ma tente, avait fouillé, pris uniquement ça, et était reparti? C'était absurde, et en même temps, perdre quelque chose de cette importance, c'était pas mon genre. J'ai fini par admettre que je l'avais peut-être perdu moi-même. Mais les jours suivants ont tout changé. Peu à peu, d'autres choses ont commencé à disparaître. Des objets minuscules, sans vraie valeur. Un briquet, mon couteau suisse, quelques barres énergétiques. Là, j'ai compris. Ce n'était plus un hasard. Quelqu'un rôdait autour de mon campement. Quelqu'un me volait, petit à petit. Je ne voulais pas y croire, mais le quatrième jour, je ne pouvais plus me mentir. J'étais suivi. Pas de réseau dans cette partie du sentier. Impossible d'appeler à l'aide. J'ai envisagé de rebrousser chemin, mais ça ne m'aurait fait gagner que 2 jours au mieux. Et de toute façon, je devais dormir à un moment. Dormir dans ces bois, alors que quelqu'un m'observait, c'était impensable. Un vrai piège. Je me suis répété que c'était pour ça que j'avais pris mon fusil. Et c'est là qu'une pensée glaçante m'a traversé. Pourquoi cette personne n'avait-elle pas volé mon arme? C'était comme si elle voulait simplement me rendre fou. Cette nuit-là, j'ai noué la fermeture de ma tente de l'intérieur, espérant que ça suffirait si elle revenait. J'ai essayé de rester éveillé, mais l'épuisement m'a emporté. Au matin, rien ne semblait avoir bougé. Mais dans ma tête, quelque chose s'était brisé. Je ne supportais plus le silence. Chaque craquement, chaque bruissement me faisait sursauter. Je n'avais jamais souffert d'anxiété, mais à ce moment-là, je sentais la paranoïa me ronger. Je n'avais jamais connu ce genre d'angoisse. Et pourtant, ces jours-là, je n'ai jamais été aussi mal de toute ma vie. Imagine ma situation, obligé d'avancer, pas d'autre option, tout en sachant que quelqu'un rôdait quelque part derrière moi. Cette peur ne me quittait plus. Elle était là, constante, tapie dans ma tête comme une présence. Je perdais pied. Je ne saurais pas expliquer comment, mais mon esprit a commencé à me trahir. Chaque bruissement dans les buissons me faisait sursauter. Chaque ombre entre les arbres semblait bouger dès que je détournais les yeux. Et puis, ça a empiré. Je ne sais pas combien d'hallucinations j'ai eues, mais il y en a une que je n'oublierai jamais. J'étais en train de marcher quand j'ai senti mon pied s'enfoncer dans une flaque d'eau glacée, jusqu'à la cheville. Le bruit du splash, la sensation du froid, tout était réel. Mais quand j'ai baissé les yeux, le sol était parfaitement sec. C'était tellement vrai que j'ai douté de moi-même. Je n'avais pas le choix, il fallait continuer à avancer. Les journées étaient épuisantes, mais les nuits étaient bien pires.
Je nouais ma tente de l'intérieur, dormais avec mon fusil à portée de main, mais rien n'y faisait. La peur ne partait jamais. Elle s'infiltrait dans mes rêves, dans chaque respiration. Une nuit, j'ai dû me jeter de l'eau froide au visage pour calmer mes nerfs. Et bizarrement, ça a marché. Mais si elles avaient continué, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Cette nuit-là, je me suis réveillé en sursaut. Des pas, lents, lourds, tout autour de ma tente. J'ai saisi mon fusil sans bruit, prêt à tirer, mais impossible de bouger. J'étais figé. La peur m'avait complètement paralysé. Les pas ont tourné autour du campement pendant plusieurs secondes, puis se sont éloignés dans les bois. Je suis resté là, les yeux grands ouverts, le cœur battant à m'en exploser la poitrine. Pas question de rendormir après ça. Dès que le soleil s'est levé, j'ai tout plié à la hâte. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à attacher mon sac. Je n'en pouvais plus. Je devais sortir de cette forêt, coûte que coûte. D'après ma carte, il me restait à peine une journée et demie de marche avant de retrouver ma voiture. Si je marchais sans m'arrêter, je pouvais y arriver avant le lendemain midi. Alors j'ai décidé de ne pas dormir cette nuit-là. J'irai jusqu'au bout. J'ai marché pendant des heures, sans m'arrêter. Quand le soleil a commencé à disparaître derrière les arbres, j'ai serré les dents et continué. Pas de tente, pas de repos. Juste la marche, et ce bruit sourd de mes pas sur la terre humide. Il faisait noir complet quand j'ai allumé ma lampe frontale. Ma main droite tenait la lumière, l'autre mon fusil. Je n'avais jamais marché de nuit auparavant, et je n'étais pas prêt pour ça. Chaque tronc, chaque ombre semblait bouger. Je continuais pourtant, la respiration courte, la gorge serrée. Et soudain, derrière moi, des pas. Je me suis retourné d'un coup, le faisceau de la lampe balayant les arbres. Et là, je l'ai vu. Quelque chose venait de se glisser derrière un tronc. J'ai crié, le fusil pointé. Sors de là. La silhouette s'est avancée. C'était un homme. Quelque chose qui avait été un homme. Son visage était envahi de poils et de crasse. Il s'est mis à marcher vers moi, lentement. Je lui ai crié d'arrêter. Rien. Alors j'ai tiré un coup de semonce dans le sol, juste à côté de lui. Le bruit a résonné dans toute la forêt. Il a sursauté, puis s'est mis à courir, disparaissant à toute vitesse entre les arbres. Et là, pour la première fois depuis le début, j'ai compris que j'étais peut-être en train de vivre quelque chose qu'aucun être humain n'aurait dû voir. J'étais sous le choc. Sans réfléchir une seconde de plus, j'ai fait demi-tour et j'ai couru aussi vite que mes jambes me le permettaient. Je ne me suis pas arrêté une seule fois. Quand j'ai enfin aperçu ma voiture à travers les arbres, j'ai cru que j'allais m'effondrer. J'ai sauté à l'intérieur, verrouillé les portières et appelé la police. Ils sont arrivés une vingtaine de minutes plus tard. Après m'avoir écouté, l'un d'eux m'a juste dit « Vous ne devriez pas rester dans les parages. » Je n'ai pas eu besoin qu'on me le répète. Je suis parti cette nuit-là, sans même jeter un dernier regard vers la forêt. Le plus fou dans toute cette histoire, c'est que je ne sais toujours pas ce qui était réel. Ces hallucinations, si c'en était vraiment. Je n'aurais jamais cru que l'esprit humain pouvait inventer des choses aussi nettes, aussi vivantes. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais remis les pieds sur un sentier de randonnée. Et si un jour je le refais, ce sera accompagné et armé. Ne sous-estimez jamais ce qu'il y a dehors, ou ce que votre esprit est capable de vous faire croire quand vous êtes seul, au milieu de nulle part. Tout a commencé il y a quelques années. Je devais avoir 26 ou 27 ans, avec un travail stable et une copine, aujourd'hui ma fiancée. Je n'ai jamais fait d'études supérieures, donc j'étais déjà bien ancré dans la vie active, sans grand changement à prévoir. Mes parents, en vieillissant, m'avaient laissé leur ancienne maison, un pavillon de briques rouges au nord de la ville. Une vieille bâtisse, construite par mon grand-père. Elle avait été rénovée plusieurs fois, mais elle gardait ce charme un peu désuet, et surtout, elle était isolée. Notre quartier est entouré d'arbres, et notre maison, la dernière du lotissement, donne sur les bois de deux côtés. Ces bois, je les connaissais par cœur. Quand j'étais gosse, j'y passais mes journées à explorer, à me perdre, à revenir les genoux sales, mais heureux. Jamais je ne m'étais senti menacé là-dedans. J'aimais cette solitude, ce calme. Être à l'écart du monde, c'était reposant. Puis un hiver, tout a changé. Je ne me souviens plus du mois exact, seulement qu'il y avait de la neige. Un dimanche matin, comme d'habitude,
je me suis levé tard pour aller chercher un café. En sortant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Des traces de pas dans la neige, juste à côté de mon pick-up. Au début, j'ai cru que ma copine était sortie avant moi, mais en regardant de plus près, c'était impossible. Les empreintes venaient du bois, traversaient la clôture latérale par un trou dans le grillage, puis s'arrêtaient net à la portière de ma voiture. Et ensuite, elles repartaient dans la direction d'où elles étaient venues. Aucune trace autour de la maison, rien devant les fenêtres, rien d'autre. Juste une personne venue du bois, qui s'était approchée de mon véhicule, avant de disparaître dans les arbres. J'ai demandé à ma copine si c'était elle, évidemment, mais non. Je suis resté là un long moment, figé, le souffle visible dans l'air froid, à essayer de comprendre. Puis les années ont passé. Rien d'anormal, jusqu'à ce matin d'hiver, je sortais de chez moi pour aller bosser, le sol était couvert d'empreintes. Partout. Sur le gravier de l'allée, autour des fenêtres, le long des murs, jusque dans le jardin. Des dizaines et des dizaines de pas dans la neige fraîche. Je suis resté immobile, le cœur battant, regardant ces traces encercler ma maison comme une frontière. Je ne sais pas si j'ai paniqué, mais je n'étais pas tranquille. J'étais déjà en retard, alors je n'ai pas pu tout inspecter. Mais une chose est sûre, quelqu'un était venu rôder autour de nous pendant la nuit. Et ce n'était pas la première fois. Mais avec le peu de temps que j'avais avant de partir au travail, je ne pouvais pas faire grand-chose. En quittant l'allée, j'ai envoyé un message à ma copine pour la prévenir, histoire qu'elle ne panique pas si elle remarquait les traces à son tour. Toute la journée, je n'ai pas réussi à penser à autre chose. Alors, j'ai fini par quitter le travail plus tôt pour rentrer. Et là, elle m'attendait dans la cour, visiblement secouée. Elle m'a immédiatement appelé en me montrant quelque chose dans la neige. Au début, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire, mais en me penchant, la vérité m'a glacé le sang. Aucune des empreintes ne montrait de marque de chaussures. Aucune. Celui qui avait marché autour de notre maison l'avait fait pieds nus. Je suis resté figé un moment, incapable de parler. Qui marcherait pieds nus dehors, en plein hiver, dans le froid mordant? Ma copine a suggéré que c'était peut-être un animal, mais les empreintes étaient bien trop humaines. 2 pieds parfaitement formés, avec les orteils visibles dans la neige tassée. On est rentré et j'ai appelé mon père. Il a vécu dans cette maison toute sa vie, et même lui m'a dit qu'il n'avait jamais vu un truc pareil. Il m'a conseillé de prendre mon fusil et d'aller voir dans les bois. Je n'en avais aucune envie, mais je savais qu'il avait raison. Quelqu'un devait protéger la maison. Ma copine voulait prévenir la police, mais je savais d'avance qu'il ne se déplacerait pas juste pour des traces dans la neige. Je lui ai promis que si je trouvais quelque chose, j'appellerais. J'ai donc pris mon fusil, un sac à dos, et je me suis enfoncé dans les bois derrière la maison. Je me suis promis de faire demi-tour avant la tombée du jour. J'ai suivi la piste pendant une bonne demi-heure, jusqu'à ce que je remarque quelque chose d'étrange. Les empreintes se divisaient en 2 chemins, 2 directions différentes. Je suis resté planté là un moment, le souffle court, la neige qui crissait sous mes bottes. Je ne savais pas quoi penser. Est-ce que la personne avait rebroussé chemin pour me semer? Ou est-ce qu'ils étaient 2? Je n'avais jamais envisagé cette possibilité avant, et l'idée d'être suivi ou observé à plusieurs mètres dans les bois m'a glacé le sang. Je n'étais pas prêt pour ça. Alors j'ai préféré faire demi-tour avant la nuit. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas d'y penser. Les traces étaient trop nettes pour appartenir à 2 personnes marchant dans les mêmes empreintes. Et si quelqu'un avait marché à reculons pour brouiller la piste? Ou pire, si l'un d'eux portait quelqu'un d'autre sur son dos? Je ne savais même plus quelle hypothèse me faisait le plus peur. Le soir, on a finalement appelé la police. Et comme prévu, ils n'ont rien pu faire. Aucune preuve de crime, juste des empreintes bizarres. Le lendemain, j'ai voulu retourner dans les bois, mais il avait neigé toute la nuit. La piste avait disparu. Ma copine était terrorisée, et moi impuissant. Heureusement, plus rien ne s'est passé cet hiver-là. Et les années ont filé. On a fini par se dire que tout ça n'était qu'une mauvaise histoire. On s'est fiancés, on a repris une vie normale. Un matin de janvier, je suis sorti de la maison et j'ai revu ces maudites empreintes. Partout. Elles menaient jusqu'à mon cabanon. Et cette fois, plusieurs outils avaient disparu. Ma fiancée s'est effondrée en larmes dans la chambre. Elle m'a supplié de vendre la maison, de partir. Je n'ai rien su lui répondre. J'étais furieux. Alors j'ai appelé mon ami Lucas, un habitué de la chasse et des sorties en forêt. Je lui ai expliqué la situation. Et sans hésiter, il a accepté de venir m'aider. Il est arrivé dans l'après-midi, avec son équipement et surtout, son fusil équipé d'une lunette thermique.
Grâce à ça, on pourrait repérer n'importe quelle chaleur humaine, même dans l'obscurité la plus totale. Je ne savais pas ce qu'on allait trouver là-bas. Mais cette fois, j'étais prêt à savoir. Je n'avais jamais dépensé autant d'argent pour du matériel de chasse, donc sans la lunette thermique de Lucas, j'aurais été complètement aveugle. Mais savoir qu'au moins l'un de nous pouvait voir, ça me rassurait un peu. Je ne vais pas mentir, j'étais terrifié au moment où on s'est enfoncé dans les bois. Au début, on parlait encore pour se rassurer. Mais au bout de 45 minutes, plus un mot. Le silence avait avalé nos voix. C'est là que j'ai senti, vraiment senti, le poids de ce qu'on était en train de faire. Je me souviens avoir prié Dieu en silence, espérant que je n'avais pas entraîné Lucas dans quelque chose d'horrible. Je ne sais pas combien de temps on a marché après ça, mais soudain, les empreintes se sont de nouveau divisées. 2 chemins, 2 pistes. On a choisi celle de gauche. Quelques minutes plus tard, la trace s'arrêtait nette, comme si la personne s'était volatilisée. On est revenu sur nos pas jusqu'à la bifurcation. Lucas marmonna que celui qu'on suivait faisait tout pour ne pas être retrouvé. Je n'avais aucune envie d'imaginer pourquoi. Alors on a continué. En silence. À chaque fois, les empreintes s'arrêtaient d'un coup, comme si le sol les avalait. Et on devait tout recommencer, gaspillant les dernières heures de lumière. Ce qui me troublait le plus, c'est la perfection de ces traces. Marcher à reculons, sur ses propres pas, sans jamais déformer la neige, ce n'était pas humain. La seule chose un peu rassurante, comme l'avait dit Lucas, c'est que ces impasses semblaient prouver qu'on ne suivait qu'une seule personne. Mais la nuit tombait vite. Et à force d'avancer, on s'était perdu. Je ne reconnaissais plus rien. Pendant un long moment, la piste ne se divisait plus. Lucas pensa que celui qu'on traquait avait abandonné l'idée de brouiller ses traces. 5 minutes plus tard, les empreintes devinrent plus profondes, plus lourdes. On se rapprochait. Et soudain, une autre série de pas apparut juste à côté de la première. Lucas jura à voix basse. « Merde, on est 2 contre 2 maintenant » murmura-t-il. Le soleil avait disparu. La neige reflétait à peine la clarté du ciel. Sans sa lunette thermique, j'aurais fait demi-tour. On avançait lentement, chaque pas plus discret que le précédent. Puis, sans prévenir, Lucas tendit son bras en travers de ma poitrine. « Stop !» Il regardait droit devant lui à travers sa lunette. Je ne voyais rien. Il était immobile, comme pétrifié. Au bout d'une vingtaine de secondes, il s'accroupit derrière un arbre. Je fis de même, sans poser de questions. Son fusil tremblait légèrement dans ses mains. Encore 20 secondes de silence absolu. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on nous entende. Je le touchai doucement à l'épaule. Il baissa lentement son arme et me la tendit. Sans un mot. Je regardai à mon tour dans la lunette et j'ai failli hurler. 4 silhouettes. 4 formes blotties dans la neige. Au début, j'ai cru que c'était des ours. Mais non, c'était des humains. 2 grands, massifs, voûtés. 2 plus petits, recroquevillés contre un tronc d'arbre. Les petits bougeaient d'une manière frénétique, tordant la tête dans tous les sens. Ils étaient en train de manger quelque chose. Je ne pouvais pas voir les visages, ni les détails. Mais je voyais assez pour comprendre qu'ils étaient nus. Complètement nus. C'était la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Puis, lentement, les 2 plus grands soulevèrent les plus petits et les hissèrent sur leurs épaules. Et sans un bruit, ils s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt. Lucas et moi sommes restés accroupis sous cet arbre pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Aucun de nous n'osait respirer trop fort. Quand on a enfin osé bouger, la nuit était tombée depuis longtemps. On a mis des heures à rentrer. Ma fiancée était encore éveillée, les yeux gonflés de peur. Elle me supplia de lui dire ce qu'on avait vu. Je lui ai répondu avec le moins de détails possible. Mais ça n'a pas suffi. On a appelé la police. Ils ont promis d'inspecter les bois au lever du jour. Lucas a décidé de passer la nuit chez nous pour les aider le lendemain. Au matin, ils ont fouillé la zone avec nous, mais ont abandonné après quelques heures. Les empreintes étaient partiellement recouvertes de neige. Ma fiancée s'est mise en colère, leur demandant de continuer. Mais ils ont refusé. Pas assez de preuves, pas de crime, disait-il. Des outils volés, rien de plus. Je ne leur en veux pas. Mais ça n'a rien changé. Lucas et moi, on sait ce qu'on a vu. Et maintenant que l'hiver revient, ma fiancée et moi, on a peur. Peur qu'ils reviennent. On parle sérieusement de déménager, mais on n'a encore rien fait. Je ne sais plus quoi penser. Ça fait des années que ça dure. Et aucun de nos voisins n'a jamais rien remarqué. Rien. Comme si tout ça n'existait que pour nous. Je ne sais pas pourquoi ma maison est devenue une cible,
ni ce que ces gens veulent vraiment. Certains de mes amis disent qu'ils sont inoffensifs, mais d'autres me jurent que je suis en grave danger. Je songe à clôturer tout le terrain, à sceller l'accès depuis la forêt. Mais au fond, je sais que ça ne changera pas grand-chose. Quand quelque chose veut entrer, les murs ne suffisent pas. J'espère juste qu'on pourra déménager bientôt. Avant qu'ils ne reviennent. Avant qu'ils ne décident de frapper à la porte. Le père de mon ami était bûcheron, plus précisément opérateur de scie forestière. Pour ceux qui ne savent pas, une scie forestière est une énorme machine capable d'abattre des arbres gigantesques et de les découper en sections précises. C'était un travail dur, éreintant, souvent solitaire, dans les forêts profondes et reculées. Son équipe de coupe était payée non pas à l'heure, mais au nombre d'arbres abattus. Autant dire qu'il n'avait pas intérêt à perdre du temps. Il lui arrivait de travailler 16 à 20 heures d'affilée, parfois sans croiser âme qui vivent pendant des jours. Une fois leur partie du travail terminée, le reste de l'équipe venait ramasser les troncs et les transporter jusqu'à la scierie. Environ la moitié du temps, il travaillait seul. Le reste, il partageait son secteur avec son collègue et ami, Liam. Ils restaient en contact grâce à leur radio, surtout lorsqu'ils travaillaient sur les côtés opposés d'un même site. Il y a plusieurs années, ils ont été affectés à un chantier très isolé, ou dans la montagne. L'entreprise avait mis plus de 3 semaines à ouvrir une route assez large pour acheminer les camions et les machines jusque là-haut. Quand ils ont enfin commencé à bosser, ils étaient au cœur d'un coin de montagne totalement perdu. 10 jours passèrent sans problème, jusqu'à ce qu'ils commencent à entendre des voix sur leur radio. Au début, ce n'étaient que des murmures indistincts, étouffés par le grésillement de la fréquence, des bribes de phrases sans queue ni tête. Ils ont tenté de changer de canal, mais les voix les suivaient à chaque fréquence. Quiconque a déjà utilisé une radio sait à quel point c'est impossible. Normalement, une fois que tu changes de canal, personne ne peut te retrouver comme ça. Et pourtant, plus il grimpait dans la montagne, plus ses voix devenaient nettes. Toujours décousues, toujours incompréhensibles, mais étrangement décontractées. Comme si ces gens parlaient entre eux d'un ton calme et familier. Mon ami m'a dit que son père et Liam avaient fini par se sentir observés. Ils ont commencé à trouver des traces dans la zone, des boîtes vides, des empreintes dans la terre, des restes de campement. Rien d'inhabituel dans un endroit fréquenté. Sauf qu'ils étaient dans un coin tellement isolé qu'il aurait dû être impossible pour quelqu'un d'autre d'être là. Ces découvertes étaient profondément troublantes. Personne n'aurait dû se trouver là-haut. Un jour, Liam tomba sur une tente cachée juste à côté du sentier et appela le père de mon ami pour qu'il vienne voir. Ils décidèrent d'enquêter. À l'intérieur, ils trouvèrent un seul sac de couchage et un sac de sport rempli des choses les plus dérangeantes qu'on puisse imaginer. Du ruban adhésif, de la corde et des croquis grossiers montrant des enfants victimes d'abus. Liam voulut tout de suite faire ses bagages et partir. Mais le père de mon ami, toujours aussi acharné au travail, insista pour qu'il termine le chantier. Ils convinrent de limiter les communications radio aux cas d'urgence uniquement et décidèrent de continuer à travailler. Cette nuit-là, ils s'assirent dans leur caravane, incapables de se débarrasser du sentiment d'effroi qui pesait sur eux. La radio grésilla de nouveau, et cette fois, ils purent distinguer des bribes de conversation entre deux hommes. Ils parlaient de choses banales d'eau, de bois pour le feu, mais le simple fait de réaliser que ces voix appartenaient probablement au propriétaire de la tente glaça le sang du père de mon ami. Liam resta relativement calme, mais son ami, lui, commençait à perdre pied. La nuit suivante, le père de mon ami décida de les confronter. Quand il entendit les hommes parler de ramasser des branches pour le feu, il attrapa sa radio et leur demanda d'une voix forte qui ils étaient et ce qu'ils faisaient là. Aussitôt, le silence. Un silence total, presque plus terrifiant que le grésillement habituel. Liam se mit en colère, il reprochait à son collègue d'avoir révélé leur présence. Les deux hommes se disputèrent brièvement avant de décider de gérer la situation le lendemain. Mais vers minuit, Liam secoua son ami, chuchotant que quelqu'un se trouvait dehors, près de la caravane. Le premier son qu'il perçut fut le craquement doux mais distinct de pas sur le gravier, juste à côté. Le cœur battant à tout rompre, il tâtonna pour attraper son arme avant de réaliser qu'elle n'était pas chargée. Il ne savait même plus où étaient ses munitions. Liam n'était pas armé, et l'idée d'appeler la police était ridicule, vu à quel point ils étaient isolés. Les deux hommes restèrent figés, pétrifiés, tandis qu'ils entendaient la poignée de la porte de la caravane bouger. La porte grinça en s'ouvrant mais ne pivota pas complètement vers l'intérieur.
Leur camping-car était élevé du sol et il n'y avait ni échelle ni tabouret pour grimper. Puis vinrent des griffures longues et délibérées sur l'extérieur de la porte. 4 minutes agonisantes passèrent. Enfin, le père de mon ami fit un signe à Liam, lui indiquant qu'il allait vérifier. Il s'avança silencieusement vers la porte, une lampe torche tremblante à la main. Juste au moment où il atteignit la porte, elle s'ouvrit brusquement et il fut frappé au visage avec un couteau. Sa douleur était aveuglante. Il tomba du camping-car, heurtant durement le sol. Avant qu'il ne puisse se relever, un homme était sur lui, pressant le couteau contre son cou. Un autre homme apparut, le frappant à répétition à la tête. Liam, sans hésitation, sauta du camping-car et plaqua l'homme au couteau. Le second s'enfuit dans l'obscurité et celui que Liam avait maîtrisé se releva et le suivit. Et ils roulèrent 2 heures jusqu'à l'hôpital le plus proche. C'était grave. Son visage était un désastre sanglant et une entaille sur ses yeux endommagea sa vision de façon permanente. Ils signalèrent l'attaque à la police, mais rien n'aboutit. 2 semaines plus tard, alors que le reste de l'équipe forestière finissait le travail, un de leurs collègues fut retrouvé ligoté, bâillonné, violé et assassiné dans un fossé. Aucune arrestation n'a jamais eu lieu. À ce jour, le père de mon ami souffre de troubles de stress post-traumatique. Son œil droit, avec sa pupille défigurée, lui rappelle constamment cette nuit. Je suis sûr qu'il n'a jamais eu une nuit complète de sommeil réparateur depuis. J'ai été terrifié par cette histoire, principalement à cause de l'expérience du père de mon ami. Je n'ai plus de nouvelles de mon ami ni de son père depuis des années, alors je ne peux qu'espérer qu'il va bien.